Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'école branchée. Alors bonjour à tous, je suis toujours à Nice dans un petit café sympathique en face de la gare centrale de Nice. Je suis assis présentement avec M. David Cohen. Bonjour David. Bonjour. David, est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait de ton parcours professionnel? Alors donc je m'appelle David Cohen, j'ai étudié aux Beaux-Arts, donc des études artistiques. J'ai eu un premier parcours professionnel dans l'illustration de presse et l'illustration de jeux. Et puis après, je suis parti vers l'enseignement. Donc j'ai été enseignant d'art plastique en collège pendant une quinzaine d'années. J'ai mené plusieurs expérimentations d'intégration d'iPad, d'usage de tablettes en cours d'art plastique en 2011. Et ensuite d'usage du smartphone en cours, donc un usage cadré, balisé en 2015. Et puis voilà, depuis cette rentrée, je suis détaché. Détaché. Qu'est-ce que ça veut dire détaché? Je suis détaché au réseau Canopé, ça veut dire que je suis toujours fonctionnaire, donc enseignant, et je suis détaché au réseau Canopé pour accompagner et former les collègues, jeunes et moins jeunes, aux usages du numérique éducatif. Donc essentiellement, qu'est-ce que tu fais comme travail au quotidien? Et peut-être avant, expliquer c'est quoi Canopé à nos auditeurs québécois. Alors le réseau Canopé, anciennement cela s'appelait le réseau CNDP, donc c'était le Centre national de documentation pédagogique qui a été refondé il y a 2 ans. Et c'est donc un opérateur public, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est un ensemble d'enseignants détachés à la formation et à la fabrication de ressources. Donc la mission première, c'est de fabriquer de la documentation pédagogique, des sites internet, des jeux sérieux en ligne, donc tout un panel de services papier et 2.0. Et donc il y a un maillage national, donc on trouve dans chaque département un atelier, donc un lieu physique dans lequel des médiateurs peuvent accueillir les enseignants pour les conseiller. Et puis notre autre mission, plus pour nous les médiateurs numériques, c'est d'accompagner des projets en classe. Donc on se déplace, on accueille dans nos locaux pour former les enseignants aux nouveaux usages, robotique, codage, utilisation créative des tablettes. On a tout un panel de services et d'accompagnement. Le but, c'est de s'adapter à la demande et aux attentes des enseignants. OK. Et dans vos déplacements, dans vos rencontres, qu'est-ce que vous remarquez principalement chez les enseignants en termes de besoins du numérique? En fait, là c'est ma première année, donc je découvre. Jusqu'à présent, j'étais plus dans la formation des enseignants d'art plastique. Donc c'était quand même vraiment mon cœur de métier. Donc là, on avait des problématiques vraiment bien particulières. On a toujours deux problématiques qui se posent. La première, c'est bien entendu la problématique, la donne matérielle, l'équipement, le Wi-Fi dans les établissements, donc des choses un petit peu, la gestion d'une flotte de tablettes quand il s'agit de tablettes. Donc là, on est plus dans l'intendance technique. Après, on se rend compte que c'est pas très naturel chez les enseignants d'aller chercher l'information. Autant les élèves, c'est plutôt une génération tutorielle qui va avoir tendance à aller trouver l'information d'elle-même, même si c'est la mauvaise, souvent. Par contre, chez les enseignants, je trouve qu'on n'a pas cette culture d'auto-formation. On a comme beaucoup d'enseignants qui attendent de la formation et qui, du coup, n'avancent pas forcément au rythme qu'ils voudraient. Donc, le réseau Canopé intervient non pas à la place, mais en parallèle, en support des autres supports de formation qu'on peut trouver en académie, c'est-à-dire les maîtres formateurs informatiques et numériques, qu'on appelle des ERUN, et les formateurs du second degré. Donc nous, on n'est pas tant axé sur le matériel, mais on est plus axé sur l'entrée des usages. Qu'est-ce qu'on fait avec des tablettes? On essaie de scénariser, de co-scénariser avec les enseignants les usages. Là, tu vas parler d'académie, tu vas parler des ERUN. ERUN, ce sont des conseillers pédagogiques? Alors avant, ça s'appelait des maîtres formateurs numériques, ça s'appelait des MAI. Avec le changement, ça s'appelle ERUN, enseignant, référent aux usages numériques, je pense. Après, c'est le premier degré, là je découvre le premier degré. Moi j'ai un peu du secondaire, donc là je découvre un peu la structure du premier degré. Dans le second degré, on a à peu près la même chose, donc on a une DAN, une délégation au numérique,
qui comporte un nombre d'enseignants détachés à la formation de certains usages, mais surtout à la gestion du parc informatique et matériel. Mais qui ont aussi une mission de formation. Alors, eux forment plus sur certains types d'usages qui sont promus par l'académie. Je pense notamment à la plateforme Moodle ou Magister, donc ce sont des usages qu'on essaie de mettre en avant et de déployer. Réseau Canopé, la mission c'est plus de co-scénariser, on a plus une entrée pédagogique que technologique. C'est ce qui va nous différencier, c'est qu'on va plus s'adapter aux besoins des enseignants, c'est-à-dire qu'un enseignant va arriver en nous disant j'ai un projet avec ma classe, je voudrais faire un webdoc ou je voudrais que mes élèves manipulent et fabriquent des vidéos, du texte, on a un projet mais on ne sait pas trop la forme que ça va prendre. On va essayer de co-construire avec lui, avec cet enseignant pour imaginer comment ça va s'intégrer en classe, prêter même le matériel si besoin et réfléchir avec l'enseignant à la forme finale du projet et l'accompagner à toutes les étapes, donc du début jusqu'à la fin s'il en a besoin. OK. Et une académie, c'est quoi en France? Alors c'est en train de changer. Une académie, c'est un groupe administratif en termes scolaires. C'est un ensemble de départements avec une hiérarchie qui s'occupe de ces départements-là en termes d'éducation. Par exemple, l'Académie de Nice regroupe 2 départements, c'est le 06 les Alpes-Maritimes et le 83 le Var. Donc ce sont 2 départements séparés, mais qui sont sur la même tutelle administrative en termes d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a le recteur d'académie, et sous ce recteur d'académie, on va trouver ce qu'on appelle le DAZEN, donc l'inspecteur d'académie, et là il y en a un par département. Donc il y en aura un dans le 06, un dans le Var. Le principe maintenant, c'est de regrouper par région académique. Donc, depuis 2 ans maintenant, on retrouve des régions qui sont quasiment celles qu'on retrouve en France, qui sont équivalentes aux régions administratives. Et ces régions académiques, par exemple, pour ce qui nous concerne à Nice, on fait partie de la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui regroupe 2 académies, l'Académie d'Aix-Marseille et l'Académie de Nice. Après, en termes de départements français, ça correspond à 6 départements français. Voilà, donc il y a 2 recteurs, un dans chaque académie, mais l'un des 2 a une voix un peu plus primordiale, quoi. C'est celui qui est un petit peu plus au-dessus, entre guillemets, c'est vraiment le recteur référent. Donc c'est comme une commission scolaire, essentiellement. C'est ça. OK. Ah oui, là, on parle d'académie vraiment dans le monde éducatif. OK. Donc, on a abordé un petit peu ton rôle de médiateur numérique au sein de Canopé. On a parlé un petit peu aussi de l'organisation, disons, scolaire en France, ou principalement à Nice, ou dans le 06, comme vous l'appelez, si souvent. Maintenant, si on parle d'art, tu es un prof d'art, tu as étudié aux Beaux-Arts, tu dessines, et tu m'as confié dans une discussion hors micro que tu privilégiais maintenant l'utilisation iPad. Oui. Pourquoi? Alors en fait, quand on a été doté de la première classe mobile d'iPad en 2011, je me suis quand même dit, si je demande à mes élèves de manipuler cet outil, je vais essayer moi aussi de le manipuler, pour être bien entendu déjà apte à répondre à leurs besoins, à leurs demandes, et puis trouver aussi des usages, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait en 2011 en art, en tout cas en France, sur les usages des tablettes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était je différencie l'usage numérique mobile, tactile, et l'usage informatique. C'est pas la même chose en art. C'est-à-dire que travailler avec une souris, c'est un geste pas naturel. Ça veut dire qu'on regarde plus sa main, on regarde l'écran, et la main, elle est en dehors de cette ligne œil-support. Travailler avec un écran tactile, on retrouve un geste qui est proche du geste traditionnel, c'est-à-dire qu'on voit sa main en train de travailler sur le support, comme on le ferait avec une feuille de papier. Donc ça, c'était le premier point. Est-ce qu'il y avait une plus-value par rapport à la souris ? Donc oui, il y en a une carrément, clairement. Et après, ce qui m'intéressait, c'est le côté chaîne... je ne sais plus comment on peut tourner la phrase. Chaîne applicative, c'est-à-dire qu'avoir un usage papier, on va dessiner, on va peut-être mettre de la couleur, ce que je trouve très intéressant, ce que j'ai fait pendant très longtemps, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la facilité de passer d'une application à l'autre. C'est-à-dire dessiner avec un stylet ou au doigt sur l'écran, coloriser la production dans une deuxième application, puis rajouter des effets dans une troisième, et ça de manière vraiment simple et intuitive. Et plus besoin de faire un dessin papier, de scanner, de passer dans Photoshop. Enfin, je trouvais la chaîne assez complexe. Et finalement, je me suis pris au jeu, et puis maintenant, je dessine même plus même plus au stylet, je dessine au doigt. Je trouve que c'est un truc assez intuitif. C'est une autre manière de dessiner. On n'a plus un support physique devant nous, on peut zoomer, tourner dans tous les sens. Enfin, c'est une pratique à laquelle je me suis astreinte,
et qui au final a pris le pas sur les pratiques traditionnelles. Et je trouve qu'en termes de résultats, il y a une vraie plus-value, une vraie facilité d'usage. Quelle application est-ce que tu utilises? J'en utilise plusieurs. Alors vraiment pour du dessin, j'utilise généralement... ça y est, tu me poses la colle, là. C'est le matin, j'ai pas encore bu mon café. J'utilise Procreate, voilà, qui est vraiment... Une chance que je connais les réponses. Heureusement que tu connais déjà les réponses. Alors, on n'a pas répété du tout. Procreate, alors généralement je fais des tracés sur Procreate et un travail de colorisation sur cette appli en utilisant des calques. Après je passe généralement sur Repix pour ajouter vraiment des effets sur certaines zones. Donc c'est une appli de retouche photo. Non, je pense que c'est vraiment que j'apprécie le plus. Après on a d'autres applications, hein, Sketchbook Pro, il y a d'autres applications qui sont vraiment de bonne tenue, mais j'ai vraiment eu le coup de cœur pour Procreate. C'est vraiment une application que j'adore. Qui est vraiment très intuitif, très simple, qui a un panel de solutions, de pinceaux, de texturage qui est assez impressionnant. Et est-ce que tu penses que, là je te demande peut-être de mettre tes lunettes de futurologue, mais est-ce que tu penses que dans un certain sens, l'iPad pourrait à quelque part révolutionner les arts? Est-ce que ça permet de démocratiser l'accès à l'art? Comment tu entrevois l'implantation du iPad dans les cours d'art plastique éventuellement? Alors ça commence à prendre, hein. Aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus de classes d'art plastique équipées. Je pense que il y a deux types d'usages, c'est-à-dire que les enseignants qui vont, on a fait quand même des années de formation sur les usages tablettes. Le retour que j'en ai, c'est que je pense que les enseignants voient tout de suite le côté multimédia, qu'il était très compliqué de mettre en place avant dans les établissements. C'est-à-dire qu'on peut filmer, photographier, donc on peut permettre aux élèves d'utiliser d'autres médias qui n'étaient pas pratiques avant. Avec un appareil photo pour 30 élèves, c'est juste ingérable. Là, si on a 5-6 tablettes, on peut filmer. Je crois que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le tout iPad. C'est ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai compris sur le tard. C'est-à-dire que si on a une classe en train de faire de la peinture, c'est compliqué. Alors nous, en art plastique, on a 1 heure par semaine, donc on voit les élèves passer heure par heure, classe par classe. Et c'est vrai que le jour où on veut vraiment faire des grosses sessions de peinture, c'est beaucoup d'intendance avec 2 éviers, ça salit les tables, les élèves s'en mettent partout. Et on aurait tendance à aller plus facilement vers la pratique de peinture numérique parce que elle est propre, il n'y a rien à nettoyer, c'est facile à regarder, à envoyer, à déployer, à projeter. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'une pratique chasse l'autre. Il faut vraiment réussir à mixer les deux. Cohabiter. Voilà, par exemple, travailler sur la matérialité, la texture, prendre en photo, retoucher cette photo. Je pense qu'une pratique va enrichir l'autre. Il ne faut pas que l'une tue l'autre. Il faut qu'on réussisse vraiment à l'intégrer à certains moments pour enrichir une pratique traditionnelle. Je crois que c'est là le futur en art plastique, il est là, quoi. C'est-à-dire ne pas tuer les autres pratiques, mais il faut que ça vienne enrichir le champ des autres pratiques. C'est-à-dire on peut rajouter du multimédia, de la vidéo, des images interactives, transformer par le biais de la photo-retouche un dessin qu'on aurait pu faire, l'animer. Enfin, je crois qu'il y aura quand même il faut qu'il y ait toujours une pratique traditionnelle à un moment donné sur un processus. Juste comme ça, un commentaire de l'intervieweur, mais moi, ce que j'apprécie, parce que je dessine un tout petit peu, puis d'ailleurs, tu m'as montré quelques trucs, mais moi, ce que j'aime, c'est la possibilité d'effacer aussi. Donc, ce qui donne peut-être un processus itératif à quelque part, où est-ce que, si on travaille sur une toile, c'est plus compliqué de modifier, ça se fait, évidemment. Ce qu'on appelle un repenti. Un repenti, ah oui, ok. Un repenti, c'est vraiment réussir à cacher une petite boulette ou une erreur sur un tableau. Oui, effectivement, le fait de... Ça désinhibe les élèves. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'en concours d'art plastique, les élèves y allaient plus facilement que sur du papier. Après, je pense que ça peut être un bon marchepied. C'est-à-dire qu'un élève qui a un petit peu manipulé sur la tablette, il faut réussir à un moment à le faire passer aussi à la pratique traditionnelle pour qu'il ait, entre guillemets, un choix à faire. Je ne pense pas que la pratique numérique soit plus facile que la pratique traditionnelle. Je pense que cette possibilité de revenir en arrière, elle va être assez désinhibante. Et par exemple, des choses très simples, mais demander à un élève de dessiner un objet qui est sur une table, donc faire du dessin d'observation qui est très compliqué. Si on attaque ça en 6e, donc avec des élèves de 11-12 ans, avec du papier, ça va être très compliqué. Le faire à partir d'une photo retouchée, puis ensuite redessiner pour ces élèves-là, à cet âge-là, ça va donner un résultat qui va les motiver, les encourager, pour ensuite, 1 ou 2 ans après, passer à une pratique, on va dire, un peu plus traditionnelle. Donc c'est une espèce de gradation qui va permettre justement d'arriver à des pratiques un peu plus complexes d'abord. Mais je pense que c'est un bon marchepied.
Ce fait de pouvoir revenir en arrière, d'annuler certaines actions, voilà. Après, ça pourrait aussi être une facilité, donc il ne faut pas non plus tomber que là-dedans. Mhm. C'est bien aussi des fois de savoir d'avoir cette petite pression en se disant si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer. Et ben, des fois, il y a des choses vachement bien qui se trompent. Quand on croit se tromper, ben, on va créer d'autres choses, on va avoir des effets de matière qu'on n'avait pas du tout prévus. Enfin, en art plastique, on n'a pas un résultat à obtenir, on n'est pas en maths, donc Non, c'est effectivement. les principes. Tous les résultats sont intéressants et ce qui est important, c'est surtout ce que l'élève a voulu dire et la manière dont il a mis en place un processus mental avant d'arriver à une production plastique. C'est ça qui nous intéresse plus que le résultat. Alors, sur ces mots de sagesse, merci beaucoup d'avoir participé à cette Mais entrevue. merci à toi. Ben, je te souhaite une belle journée. Pareillement.